et de modérer l'atelier sur la protection et collecte de données sur Internet. Je vais vous la faire brève parce que nous avons M. Frédéric Foster, que j'appelle ici. M. Frédéric Foster est un avocat au barreau de Paris, cabinet Alain Bensoussan et VP du réseau Lexing. Il va nous présenter très rapidement parce que vous avez un avion. Il a tenu quand même à rester jusqu'à nous faire un petit bref sur la loi RGDP. Je vous laisse. Merci beaucoup, merci à tous de m'accueillir pour cette, je crois, 4e fois. Je ne sais plus, Mohamed, c'est toi qui sais, moi 3 fois en tout cas, c'est sûr. Oui, donc rapidement, en 1 minute, le RGPD, j'ai jamais fait ça, en 1 minute, le RGPD, mais enfin, je vais quand même essayer de le faire. Première chose, le RGPD, ce n'est pas une réglementation seulement européenne, c'est une réglementation qui s'applique en dehors des frontières de l'Union européenne. C'est une réglementation qui est européenne de façade, mais qui a bien comme objectif de diffuser de nouvelles pratiques et d'instaurer un nouveau niveau éthique au niveau mondial. Et vous pouvez donc, dans certaines circonstances, effectivement, on en a vu ce matin, être concerné aussi par l'application du règlement, avec du coup une schizophrénie totale de votre part, ou en tout cas qui s'imposera à vous, qui sera d'être à la fois conforme à vos lois nationales quand elles existent, mais aussi d'être conforme au règlement. Donc ce n'est pas une réglementation seulement européenne, contrairement à ce que son nom indique. Le RGPD, c'est 416 obligations, donc c'est un chemin qui est un chemin extrêmement compliqué. Ce n'est pas simplement faire des déclarations à une autorité de protection, c'est effectivement entrer dans une démarche de conformité qui va toucher à la gouvernance de l'entreprise, qui va toucher à la sécurité de l'entreprise, qui va toucher au juridique par la révision, la réforme des contrats et des clauses contractuelles. Donc c'est un chantier qui est un chantier énorme et certains d'entre nous ce matin avaient déjà engagé des chantiers de cette nature-là et y sont depuis plusieurs mois sans être absolument encore arrivés à un niveau de conformité absolument total. Le règlement, c'est plein de nouveaux principes, mais 3 surtout. Le premier principe, c'est celui du rendre compte. Ce n'est plus à l'autorité de contrôle de faire la preuve de votre non-conformité, mais c'est désormais à vous de faire la preuve que vous êtes conforme. C'est donc un changement total de posture, c'est un changement total de paradigme. Deuxième grand principe, c'est celui du privacy by design. Plus question désormais de développer quelque application que ce soit, quelque objet connecté que ce soit, quoi que vous vouliez, sans intégrer immédiatement la protection des données à caractère personnel. Le troisième grand principe, c'est celui de la sécurité par défaut. L'aspect sécuritaire est évidemment absolument prédominant aujourd'hui pour la protection des données, et de la même manière qu'il faut intégrer le respect de la vie privée, il faut désormais intégrer la sécurité par défaut, avec la création, et je finirai par là, d'un nouveau métier, qui est celui de délégué à la protection des données. Merci beaucoup. Merci Monsieur Forster, si vous voulez, marhaba. Alors j'appelle Monsieur Forster ayant planté le décor. J'appelle Monsieur Ali Azzouzi, notre partenaire de référence dans la cybersécurité, DG de Data Protect. J'appelle aussi Monsieur Youssef Bental, professeur Bental. Expert, professeur et président du CMRPI. Marhaba. Et j'appelle M. Shig Hicham, DSI de Phone Group et trésorier, compagnon de route sur les Assises 2018. Et j'appelle M. Ali Sabri, Cyber Security Lead de Cisco. Sous vos applaudissements. Alors, comme je disais, M. Forster a planté le décor, donc allez-y, 1 minute chacun. C'est le challenge OSIM, c'est la nouveauté, hein, Disruption toujours, de 2018. Merci. En fait, moi j'ai parlé des aspects politiques de la protection des données. C'est un sujet assez intéressant. Et comme dans la sécurité, on aime bien faire de la corrélation des événements, j'ai fait une petite corrélation. Au lendemain des attentats du 11 septembre, je lisais un article
dans le monde diplomatique, pour ne pas le citer, les États-Unis avaient un projet d'avoir 80 pages d'informations sur chaque citoyen du monde. En 2014, je lisais un article sur Internet. Un citoyen autrichien, donc dans l'espace européen, a gagné un procès contre Facebook. Le procès consistait à récupérer toutes les informations que Facebook disposait sur cette personne. Il récupère un document de 1200 pages. Corrélation faite, je me demandais, ah oui, les États-Unis, non seulement ils ont 80 pages, là ils ont probablement 1200 pages sur chaque citoyen du monde. Comme Facebook, c'est le plus grand pays du monde. Alors aujourd'hui, les GAFA, la capitalisation boursière de Amazon, elle a frôlé cette année plus de 1000 milliards de dollars. Pour illustrer un peu les choses, c'est pratiquement plus que le PIB d'un pays comme l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les GAFA, qu'on le veuille ou non, c'est pratiquement plus de 55% de notre temps numérique. C'est énorme, c'est entré dans notre vie et on ne peut pas s'en débarrasser. Aujourd'hui, je vais en finir là. Un pays comme le Danemark, c'est une première mondiale, ils ont même nommé un ambassadeur au numérique. Le ministre des Affaires étrangères, je cite, pour commenter un peu cette nomination, notre relation à l'avenir, elle est plus importante avec Google qu'avec un pays comme la Grèce. Fin de citation, je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur Vimpal. Voilà, merci. Non, ça marche. Ça marche? Voilà, merci de m'avoir invité. Donc, cette matinée, je vais parler en fait des défis que représentent les objets connectés et également l'intelligence artificielle. Donc, certainement aujourd'hui, on a beaucoup en fait d'objets connectés, une multitude en fait d'objets connectés qui représentent vraiment un défi sécuritaire. Et je me suis référé quand même à la cyberattaque qui a eu lieu l'année dernière et qui a parallélizé une grande partie en fait du web partout dans le monde, surtout le site Amazon. Et le vecteur d'attaque, c'était des caméras en fait de surveillance connectées. Donc cet incident montre bien que la cybercriminalité commence vraiment à changer, à se transformer, à changer quand même de vecteur d'attaque et également de présenter quand même un défi par rapport à la vulnérabilité des objets connectés. Donc d'une part, d'autre part, la conception en fait, des objets connectés aujourd'hui, vu que la rapidité et en fait les gains économiques qui sont dégagés derrière. Donc le dernier souci, soi-disant, c'est la cybersécurité ou bien la sécurité. Et là, j'ai appelé quand même à intégrer la partie sécurité, la partie protection des données lors en fait, de la conception des objets connectés. Et finalement, j'ai terminé à dire que la cybersécurité aujourd'hui, ou bien l'arsenal juridique en fait, d'aujourd'hui ne peut pas, et va être toujours en arrière devant en fait, l'évolution soi-disant exponentielle de l'intelligence artificielle et également des objets connectés. Donc il faut faire appel à chaque fois à des amendements des lois pour être en conformité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, moi j'ai fait une présentation sur plutôt un retour sur investissement investissement, c'est bien ça. C'est aussi un retour sur investissement, mais plutôt un retour sur expérience de la mise en place ou la mise en conformité du GDPR au sein de Phone Group. Et donc je peux vous dire que c'est pas simple à faire, comme le disait très bien Frédéric, c'est un chantier très dur à mener au sein d'une entreprise, parce que c'est un changement global au niveau de l'entreprise. Il fallait partir déjà sur une période de découverte sur laquelle on devait savoir quelle est la différence entre ce que nous mettons déjà en conformité sur les différentes lois existantes et ce que ramène de nouveau le GDPR. Deuxième des choses, c'est de faire un assessment au sein de l'entreprise pour pouvoir avoir un fit gap analysis et pouvoir mener, avoir un plan d'action. Après, il faut y avoir le budget. Heureusement, il faut avoir aussi un fort engagement de la direction générale
Vu la pénalité et les pénalités qu'exige ce règlement, hein, on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou 20 millions d'euros, c'est énorme, ça c'est le max, hein, c'est le maximum. Après, on part sur la phase d'exécution, et donc là, on a quand même un chantier très important, que ce soit sur le volet juridique, sur le volet technique, sur les outils et sur les problématiques sur lesquelles il faut relever au plan opérationnel, et en finir par des audits pour pouvoir confirmer que tout est mis en place correctement. Donc ça a pris quand même une année pour pouvoir se mettre en conformité, pour pouvoir arriver au 25 mai, date butoir du règlement, pour pouvoir être, on va dire, correctement fait, sachant que, bien sûr, il y a toujours de l'amélioration continue à mettre en place au sein de l'entreprise. Merci Hicham. Monsieur Ali. Merci. Moi, je vais toucher à un sujet d'une façon un peu différente, parce qu'on va dans le marché aujourd'hui, les entreprises, ils font un investissement énorme pour la mise en conformité de leur organisation. Mais malgré tout ça, toujours on entend qu'il y a des attaques qui réussissent à réaliser des objectifs et qui ont un impact immense sur le business. Donc, ce que j'ai touché dans ma présentation, c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui les attaquants réussissent à pénétrer les organisations. Quels sont les éléments du champ de bataille qui n'est pas équilibré du tout, et comment on peut mettre en place des outils différents, pas de protection, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle des outils de protection, comment mettre en place des procédures pour protéger les données. Ce qu'on a adressé, comment offrir et mettre en place des outils de visibilité et de contrôle. Et l'objectif et le but de ces outils-là, c'est de scoper les attaques et donner les moyens aux entreprises pour répondre à ces attaques-là et reporter l'impact d'une façon précise pour minimiser l'impact. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous prendrons 2 questions. Des volontaires? Non? Oui. Il y a On va inventer le prix. Très bien. Bonjour, merci beaucoup. Quand il s'agit de loi, généralement ça prend beaucoup de temps pour être changé, alors que tout ce qui est avancé technologique, et surtout dans le domaine de la sécurité informatique, est très rapide. On va trouver de nouvelles technologies du jour au lendemain, on va trouver de nouvelles façons de hacker le système du jour au lendemain. Comment est-ce que l'aspect juridique va s'adapter à ces changements rapides ? C'est assez simple, hein, c'est que si vous prenez le règlement par exemple, il ne parle pas des technologies, il est neutre sur le plan des technologies, il pose des principes et il délègue aux entreprises en fonction de leur secteur d'activité, de leur taille, de leurs impératifs, de leurs contraintes, et il transfère aux entreprises la responsabilité de la détermination des procédures, des outils qu'il va falloir déployer pour adresser l'objectif de la réglementation. Donc la meilleure manière d'avoir des lois qui passent ce filtre des technologies très mouvantes, c'est d'avoir des lois qui soient les plus larges possibles, qui posent des principes, et encore une fois qui soient neutres par rapport à ces questions de technologie. Une autre question? L'American Act voté dernièrement aux États-Unis donne le droit aux entreprises américaines d'avoir toute information sur le droit de récupérer toute information sur n'importe qui auprès des sociétés américaines. Et vous savez bien que Google, Facebook, Amazon et j'en passe ont énormément d'informations sur nous, sur l'ensemble de... Comment les Européens vont gérer cette contradiction, s'il vous plaît? Alors, je pense que vous parlez du Cloud Act, hein, qui est... Cloud Act, oui. Cloud Act, hein. Donc, ce n'est pas les entreprises qui ont accès aux informations, c'est les autorités judiciaires qui ont accès à ces informations dans le cadre de procédures pénales. Donc, on est quand même dans quelque chose... Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop partir dans des fantasmes. On est dans quelque chose qui est malgré tout contrôlé par l'autorité judiciaire. Alors, ce n'est pas la nôtre, c'est l'autorité judiciaire américaine, et derrière, on peut en dire ce qu'on veut. Mais enfin, bon, quand même. Ensuite, il est clair qu'il y a un vrai conflit entre le Cloud Act et l'article 48 du RGPD.
Et il est très probable d'ailleurs que la Commission européenne prenne une initiative dans les semaines qui viennent pour d'abord prendre position par rapport à l'applicabilité du Cloud Act, et puis deuxièmement, pour, s'il le faut, renforcer encore les dispositions du règlement pour interdire effectivement que les données puissent fuiter vers les États-Unis au moyen des dispositions extraterritoriales de cette loi américaine. Mais ça, ce genre de conflit, c'est un conflit qu'on a régulièrement et périodiquement. On est bien dans des débats et dans des enjeux de souveraineté sur les données et donc aussi de souveraineté sur les données à caractère personnel. Merci. Dernière question? Plus de temps? Ok. Excusez-nous. Pardon. Très rapidement, on va sacrifier à la nouvelle tradition du dessinateur. Faites-nous voir. Attention, il y a un juriste. Ben voilà. En 2 mots, Monsieur Ali Sabri, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça revient au même point aujourd'hui que ce qu'on voit aujourd'hui, que dans tous les cas, si on met toutes les mesures de protection, il y a à un certain moment notre donnée qui va avoir un verre sur l'Internet. Et ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on doit avoir ce niveau de visibilité, on doit avoir exactement qui accède à nos données et on doit tenir trace qui a accédé quoi, comment. Et en faisant ça, on sera en position au moins de avoir une sorte de contrôle quand il y a un breach ou quand il y a un risque qui est représenté sur notre organisation. Hicham, très rapidement. Très rapidement, faisons attention à ce qu'on publie sur Internet, tout simplement. Monsieur Ntalp. Moi, je pense que la technologie, elle est au-delà en fait de l'arsenal juridique. Quoi qu'on fait comme arsenal juridique, quoi qu'on met comme texte de loi, toujours il y aura un détournement technologique en fait de la protection des données. Donc il faut se méfier. Très bien, Monsieur Ezouzi. Je ne vais pas être paranoïaque parce que dans la sécurité, on l'est par défaut, par design, on va dire. Mais effectivement, aujourd'hui, la donnée, on parlait tout à l'heure de big data. En fait, la problématique, c'est l'usage qu'on fait sur tous les big data. C'est là où ça se tient le débat. Et effectivement, aujourd'hui, il y a lieu, et effectivement, je dirais d'exiger un certain nombre de contrôles pour pouvoir s'assurer que ces données-là, ils sont bien gérées et que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que carrément, la vie privée est devenue un privilège. En fermant la data, et un jour, peut-être, on va, et c'est toujours, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'auteurs qui le réclament, peut-être on aura aussi un droit à la déconnexion qui sera inscrit dans la Charte des Nations Unies, peut-être. J'en sais. Mais plus qu'un droit à la déconnexion, c'est un droit de propriété sur ces données personnelles. Et c'est ce vers quoi certains États sont en train de pousser, c'est-à-dire de dire la donnée, elle t'appartient, elle te qualifie, donc c'est toi qui dois pouvoir décider ce que les autres vont en faire. Et là aussi, peut-être un jour, y aura-t-il un renversement du fléau de la balance, hein, un changement de paradigme là encore. La donnée personnelle, c'est pas n'importe quelle donnée. Si on en fait commerce, si on l'utilise sans mon accord, c'est une violation de ma vie privée, c'est une violation de ma personnalité. Et donc, instaurons un droit de propriété sur les données personnelles. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi l'assistance.